Malgré tous les efforts déployés par la société pour assurer la sécurité, les femmes restent la catégorie la plus vulnérable, en particulier dans les situations où l'auteur d'un crime cherche une victime sans défense. La plupart des agressions, des enlèvements et des crimes violents sont commis contre le sexe faible, et souvent des tragédies auraient pu être évitées si l'intuition ou la prudence élémentaire avaient fonctionné à temps. Un écouteur au lieu de deux, un coup d'œil rapide par-dessus l'épaule, l'attention portée aux détails. Ces gestes simples peuvent non seulement alerter, mais aussi sauver une vie. L'histoire dont nous allons parler s'est déroulée au printemps 2010, en Californie. Une jeune femme du nom d'Erin Orcade, âgée de 25 ans, a déjà traversé beaucoup d'épreuves. Mère célibataire, elle sortait d'un mariage raté et était à la recherche d'un nouvel amour et d'une nouvelle stabilité. Le samedi 3 avril, Erin travaille comme serveuse dans un bar-restaurant situé dans un grand centre commercial, Ontario Mills Mall, près de San Bernardino. C'était un service tranquille. Il y avait peu de clients et peu après midi, elle a été autorisée à rentrer chez elle plus tôt que d'habitude. C'était une agréable surprise de pouvoir passer plus de temps avec son jeune fils. Sans se douter du danger imminent, elle a quitté l'établissement et s'est dirigée vers son véhicule utilitaire sport sur le parking. En s'approchant du véhicule, elle appuie 2 fois sur le bouton du porte-clés pour déverrouiller les portes. À ce moment-là, tout a changé. 2 hommes sortent de l'ombre. L'un d'eux, sans perdre une seconde, a sauté sur le siège passager et a pointé une arme sur elle. L'autre est resté à l'extérieur, le sourire aux lèvres. Erin se figea, mais on lui ordonna de se mettre au volant. Abasourdie, incapable de crier, elle s'exécute. Alors qu'Erin s'éloignait, l'homme armé observait attentivement chacun de ses mouvements. L'autre homme est resté dans le parking et a ri pendant un long moment alors que la voiture s'éloignait. Ils ont traversé la ville sans destination précise et le ravisseur semblait chercher un endroit où se cacher. Au bout d'un moment, il leur ordonna de se garer sur le parking d'un restaurant. À la grande surprise d'Erin, l'endroit lui semblait familier. Elle y était souvent venue avec son fils et ses amis. L'espace d'une seconde, la femme a repris espoir. Et si quelqu'un reconnaissait sa voiture, remarquait quelque chose d'anormal. Mais cela ne s'est pas produit. L'auteur de l'agression lui a demandé de se rendre au fond du parking, derrière le restaurant, près des poubelles, là où il n'y avait pas de caméra de surveillance. Là, il lui a ordonné de s'installer sur la banquette arrière, à côté du siège enfant. Erin s'est exécutée en silence, espérant que sa docilité lui permettrait de rester en vie. Elle l'a supplié de la laisser partir, lui a offert de l'argent, une voiture, l'a supplié de ne pas lui faire de mal. Mais ses larmes n'ont fait qu'accroître la colère de l'intrus. Il lui enfonça brutalement le canon de son arme dans la bouche, menaçant de la tuer si elle ne se taisait pas. Il l'a ensuite forcée à se déshabiller. La tentative de viol a échoué, ce qui a provoqué une nouvelle explosion de rage. Il a commencé à la battre, sans pitié, sur son visage, sur son ventre. Il l'a étouffée, essayant encore et encore de la soumettre à la peur et à la douleur. Les vitres de la voiture étaient teintées afin qu'aucun passant ne puisse voir ce qui se passait à l'intérieur. Erin réalise alors qu'elle est prise au piège. Ici, dans un parking désert, cet homme pouvait lui faire tout ce qu'il voulait. L'agonie a duré plus d'1 heure. L'agresseur a essayé de la violer encore et encore, en la battant, en l'humiliant, en la photographiant sans vêtements. Il l'a forcée à sourire sur les photos, sous la menace d'une arme. Ces photos, il les envoyait immédiatement à quelqu'un. Ses commentaires étaient moqueurs, ce qui aggravait encore la situation. Il ne lui a jamais donné d'espoir, lui disant qu'elle mourrait bientôt. Finalement, il s'est lassé de la séance photo et a annoncé qu'il allait maintenant l'emmener dans le désert. La femme a compris que c'était la fin. C'est alors que le téléphone a sonné. L'auteur de l'attentat était distrait, nerveux, il commettait des erreurs. Il a jeté l'arme sur le plancher du siège avant, puis a activé les serrures pour enfants, pensant à tort qu'il contrôlait la situation.
Erin, qui avait surveillé ses moindres faits et gestes, se rendit compte qu'il s'agissait d'une chance. Elle savait qu'un côté de la sécurité enfant était activé et que l'autre ne l'était pas, car c'était le côté où son fils s'asseyait habituellement. Elle a tiré la poignée et la porte a cédé. L'instant d'après, Erin se précipitait hors de la voiture. Elle courait à toutes jambes. La douleur, la peur, le sang sur son visage, tout cela s'est effacé devant son instinct de survie. Elle a agité les bras, crié, appelé à l'aide. Et elle a été entendue. Le propriétaire d'un fast-food voisin avait remarqué depuis longtemps le comportement étrange du SUV. Il avait été alerté par le fait que la voiture était garée dans un recoin depuis longtemps. Il observait la scène, et lorsqu'il a vu une femme courir en pleurant, il est immédiatement allé à sa rencontre, l'a emmenée à l'intérieur, l'a cachée derrière le comptoir et a appelé la police. Lorsque la police est arrivée, la voiture d'Erin était toujours garée sur le parking. L'auteur du crime s'était enfui à pied. La voiture était fermée à clé. Une fouille à l'intérieur a permis de trouver une arme. Elle portait un autocollant de service avec un numéro sur la poignée. Il s'agissait d'une arme de service, celle du détective Anthony Orban. Il a été rapidement identifié. Un deuxième homme a été appréhendé avec lui, le gardien de prison Jeffrey Jellington. Tous deux ont été identifiés par Erin. Le choc de ce qui s'est passé est double. Les ravisseurs se sont avérés être des représentants de la loi. Ils ont tenté de nier leur culpabilité. Anthony a affirmé que l'arme lui avait été volée et que la victime s'était trompée. Jeffrey a prétendu qu'il n'avait rien à voir avec l'affaire, mais les preuves sont irréfutables. ADN, empreintes digitales, photographies, messages téléphoniques dans lesquels Orban décrit ce qui se passe, et photos du corps torturé d'Erin qu'il a envoyé à un ami. Il s'est avéré par la suite que les deux hommes avaient bu et pris des drogues depuis le matin. Orban, en colère contre les femmes à cause du divorce, a proposé à son ami d'aller chasser. Pour eux, tout ce qui se passait était amusant, mais cet amusement s'est transformé en un crime odieux. Erin a dû vivre l'enfer, 72 minutes de torture, de terreur et de lutte pour la vie. Et s'il n'y avait pas eu la sonnerie du téléphone, s'il n'y avait pas eu la serrure de l'enfant, s'il n'y avait pas eu l'observation d'un témoin au hasard, cela aurait pu se terminer différemment, mais elle a survécu, elle a témoigné, et elle a veillé à ce que les auteurs soient traduits en justice. Malgré le traumatisme physique et émotionnel, elle a trouvé la force de se battre pour la justice, pour elle-même, pour son fils. L'histoire d'Erin n'est pas seulement celle d'un crime odieux, c'est une histoire de courage, d'instinct de survie, d'accidents qui se transforment en salut et de l'importance de ne jamais perdre espoir, parce que même dans les moments les plus sombres, il peut y avoir de la lumière. Ils partent à la recherche de leur prochaine victime, saisis par l'excitation et l'anticipation de l'atrocité. Se promenant de nuit dans la ville, les agresseurs ont cherché le moment opportun jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin une jeune femme quittant son travail. Erin, inconsciente du danger, se dirigeait vers sa voiture en traversant un parking désert. Personne autour d'elle, pas une seule âme pour lui venir en aide. Les circonstances étaient idéales pour les criminels. Les deux hommes, Anthony Orban et son complice Jeffrey Jelinek, n'ont pas perdu de temps pour se précipiter sur leur victime. En quelques instants, ils réalisent l'enlèvement. Jeffrey a affirmé par la suite qu'il n'avait fait qu'observer les actions de son compagnon sans y participer directement. Cependant, les enquêteurs sont persuadés que son rôle est bien plus important. Sans lui, le crime n'aurait pas pu avoir lieu. Anthony Orban, ancien gardien de prison et inspecteur de police, se délectait du pouvoir qu'il exerçait sur la victime. Il prenait plaisir à voir sa peur et son impuissance. Son ami a ensuite donné aux enquêteurs un compte rendu détaillé de tous les détails de l'enlèvement. Orban a été inculpé de viol, d'enlèvement et d'agression et a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Jelinek, quant à lui, a été inculpé pour des délits moins graves, mais l'enquête n'a laissé planer aucun doute sur le fait qu'il méritait lui aussi une punition sévère.
La police a rapidement découvert que la menace pesant sur Erin n'avait pas disparu, même après l'arrestation des auteurs de l'enlèvement. Une écoute téléphonique des appels d'Orban en prison a révélé qu'il avait discuté avec quelqu'un de la possibilité d'un autre enlèvement. Les détectives pensaient qu'il voulait éliminer Erin en tant que témoin dangereux afin qu'elle ne puisse pas témoigner, au point que sa famille a commencé à recevoir des appels anonymes menaçants. La police a tenté de retrouver l'auteur de ces appels, mais en vain. Les appels ont fini par cesser, mais l'anxiété a persisté. Au cours de l'été 2012, le procès a commencé. Erin était sous haute surveillance dans la salle d'audience, car personne ne pouvait exclure une nouvelle tentative d'attentat de la part d'Orban ou de ses partisans. Lors de l'audience, Anthony Orban a tenté de se présenter comme une victime. Il a parlé de son service dans les Marines et de la façon dont les guerres en Irak et en Afghanistan avaient laissé une marque indélébile sur son psychisme. Il a affirmé qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et que les antidépresseurs qui lui avaient été prescrits, combinés à l'alcool, avaient provoqué son comportement criminel. Toutefois, l'accusation était convaincue qu'il s'agissait simplement d'une tentative de se soustraire à ses responsabilités. Au cours de l'enquête, un journal a été trouvé au domicile d'Orban, dans lequel était consignée l'histoire d'un vétéran de guerre souffrant du syndrome de stress post-traumatique. Cette histoire faisait écho à son propre récit dans les moindres détails. Les détectives pensaient qu'Orban avait simplement emprunté la biographie de quelqu'un d'autre pour construire sa ligne de défense. Mais le témoin le plus important de l'accusation était Jeffrey Jelineka. Ayant conclu un accord avec l'enquête, il a donné un compte-rendu détaillé de tous les aspects du crime. C'est lui qui a révélé qu'Anthony Orban n'avait pas prévu à l'origine de laisser Erin en vie. Son plan était simple, après des violences brutales, l'emmener dans le désert et la tuer en cachant le corps pour qu'il ne soit pas retrouvé pendant des années. Jeffrey a admis qu'il pensait qu'il s'agissait d'une sorte de jeu, mais il s'est ensuite rendu compte de la gravité de la situation. À en juger par le fait qu'Orban n'a pas utilisé de préservatif lors du viol, il ne craignait même pas que son ADN soit laissé sur la scène du crime. Il était sûr de son impunité. Après un long procès, le tribunal a déclaré Anthony Orban coupable de 8 chefs d'accusation, dont l'enlèvement et le viol. Ses avocats ont tenté de le présenter comme fou au moment des faits, mais le tribunal a rejeté cet argument. En conséquence, l'ancien détective a été condamné à une peine de prison à perpétuité assortie d'une peine de 95 ans d'emprisonnement. Il n'a cependant pas eu à purger cette peine. La nuit, suivant l'annonce du verdict, Orban s'est suicidé dans sa cellule. Après la mort d'Orban, sa femme Tracy a admis qu'elle avait témoigné pour sa défense sous la contrainte. Il l'avait menacée de représailles si elle parlait contre lui. Maintenant qu'il est mort, elle s'est excusée auprès d'Erin. La victime a trouvé la force de lui pardonner, réalisant que Tracy avait également été victime de ce monstre. Une fois les procès terminés, une terrible question subsiste. Anthony Orban est-il un violeur en série? Les restes d'autres victimes gisaient-ils déjà dans le désert où il s'apprêtait à emmener Erin? Les recherches informatiques d'Orban concernant les meurtres et les agressions sexuelles ont confirmé ces tendances malsaines. Cependant, aucune preuve d'autres crimes n'a été trouvée. Les enquêteurs ont noté qu'Orban avait commis trop d'erreurs qu'un criminel expérimenté n'aurait pas commises. Il s'agissait peut-être de son premier et dernier acte crapuleux, et il n'a pas eu le temps de devenir un véritable maniaque en série. La victime, Erin Orcade, se souviendra toujours de ce jour terrible. Elle a longtemps souffert de stress post-traumatique, avait peur de conduire seule, tressaillait à la vue d'hommes étranges et, au début, même sa famille lui paraissait une menace potentielle. Il lui a fallu des mois avant de pouvoir commencer une nouvelle vie. Mais même des années plus tard, elle était en proie à des crises de panique et à des cauchemars. Néanmoins, Erin a décidé d'utiliser son expérience pour aider les autres.
Elle s'est lancée dans un travail de motivation et d'éducation, espérant que son histoire sauverait au moins une vie. L'histoire d'Erin n'est pas seulement le récit d'un crime, mais un exemple de force morale incroyable. Elle a survécu à une épreuve horrible, mais elle ne s'est pas laissée abattre. Malgré la peur, les souvenirs difficiles, les crises de panique, Erin a trouvé la force d'aller de l'avant. Elle ne s'est pas contentée de reconstruire sa vie, elle a fait plus que cela. Elle a commencé à aider les autres. Aujourd'hui, elle donne des conférences et raconte son histoire pour mettre en garde les femmes contre les dangers et montrer qu'il existe un moyen de se sortir de la pire des situations. Cette histoire montre également que la justice a été rendue, bien que difficilement. Le criminel qui pensait s'en tirer à bon compte a été piégé par sa propre cruauté. Sa tentative de se soustraire à ses responsabilités a échoué et la loi a mis fin à son histoire. Toutefois, des questions subsistent. Anthony Orban était-il un criminel en série? Combien de victimes ont-elles pu rester dans l'ombre? Les réponses à ces questions ne seront peut-être plus trouvées, mais une chose ne change pas. Son histoire nous rappelle que le mal peut se cacher même sous le masque d'un homme de loi. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez prudents et attentifs au monde qui vous entoure. Et n'oubliez pas que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir.